Vous vous souvenez de ce film avec les ragots de salon de beauté, les coiffures extravagantes et la mariée dont les couleurs du mariage étaient le rose et le rose? C'était Steel Magnolias, le classique de 1989 sur un groupe de femmes du Sud qui se retrouvent dans l'Institut de beauté Truvies, dans une petite ville de Louisiane. Au centre de l'histoire se trouve Shelby, interprétée par Julia Roberts, une jeune mariée atteinte de diabète de type 1, déterminée à devenir mère malgré les risques. Sa mère, jouée par Sally Field, sait que la grossesse pourrait lui être fatale, mais Shelby persiste. La distribution était exceptionnelle. Dolly Parton dans le rôle de Truvy, la chaleureuse propriétaire de salon de coiffure, Shirley Mlan dans celui de la délicieusement grincheuse Weezer, Olympia Dukakis dans celui de Clary, à la langue acérée, et Daryl Hannah dans celui d'Annelle, la nouvelle venue timide. Ce film vous a fait rire, pleurer et vous a donné envie d'appeler votre mère aussitôt après. Mais la véritable histoire qui se cache derrière le film est encore plus bouleversante que ce que vous allez découvrir, car tout ce que vous allez entendre est authentique. Aujourd'hui, nous vous présentons 15 anecdotes insolites sur Steel Magnolias que vous ignoriez probablement. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Et restez avec nous pour le premier épisode, car il parle de la vraie mère de Shelby et du seul moment de paix qu'elle ait jamais connu. Le réalisateur était tellement odieux que les acteurs ont dû organiser une intervention. Derrière toute cette douceur apparente se cachait un réalisateur allergique à la bienveillance. Herbert Ross, cinéaste chevronné et réputé pour sa dureté, avait transformé le tournage de Steel Magnolia en un véritable camp d'entraînement émotionnel dont il était lui-même le sergent instructeur. Il était particulièrement brutal avec Julia Roberts, critiquant presque chacun de ses choix et la faisant régulièrement pleurer. Sally Field a déclaré plus tard que Ross avait été odieux avec Roberts, qui était la plus jeune membre de la distribution et en quelque sorte le bébé du plateau. Les actrices chevronnées se sont ralliées à elle. Il a même demandé à Dolly Parton si elle savait jouer la comédie. La réponse de Dolly est devenue légendaire. « Non, mais c'est votre travail de me faire croire que je sais le faire. » Ross savait qu'il valait mieux ne pas tenter le coup avec Sally Field. Elle l'aurait réduit en miettes. Mais ce harcèlement constant envers Roberts a poussé les membres les plus expérimentés de la distribution à bout. Le fait est que Ross était en plein deuil. Sa femme, la prima ballerina Nora Kay, était décédée environ 1 an et demi avant le début du tournage. Ils avaient été mariés pendant près de 30 ans et ce chagrin le hantait encore durant la production. Shirley Mlan a fini par le confronter directement, reprochant à Ross son comportement déplacé depuis la mort de Nora et lui faisant comprendre qu'il manquait de respect à sa défunte épouse et à toute l'équipe. Les actrices chevronnées ont clairement fait savoir que son attitude était inacceptable. Finalement, il a suffi de l'intervention de 2 légendes du cinéma qui ont refusé de laisser un jeune homme de 21 ans se faire briser le cœur à cause des problèmes de deuil du réalisateur pour faire taire ce tyran. Les actrices ont sympathisé en le détestant, et c'est probablement pourquoi leur amitié à l'écran paraissait si authentique. Toutes les actrices d'Hollywood ont refusé le rôle de Shelby avant Julia Roberts. Avant Julia Roberts, le rôle a changé de main, plus d'actrices qu'une patate chaude à Hollywood. Voici le rebondissement. Le rôle a d'abord été proposé à Daryl Hannah. Les producteurs la voulaient pour le rôle principal. Elle a décliné l'offre et a demandé à jouer Annelle à la place, la coiffeuse excentrique à la chevelure volumineuse et au choix de vie discutable. Hannah a examiné le rôle de la jeune mère mourante, un personnage secondaire excentrique, et a opté pour le chaos, ce qui est tout à son honneur. Ils se sont donc tournés vers Meg Ryan, qui avait signé mais s'est désistée pour le tournage de Quand Harry rencontre Sally. Une bonne affaire pour elle, mais une catastrophe pour les producteurs qui cherchaient désespérément une remplaçante. Ils ont ensuite envisagé Winona Ryder. Elle avait environ 16 ou 17 ans à l'époque, ce qui rendait le rôle d'une mère diabétique mourant des suites de complications liées à sa grossesse particulièrement difficile. Trop jeune, même pour les critères de casting hollywoodien,
pourtant réputés pour leur maturité. Laura Dern figurait également parmi les candidates potentielles, mais n'a pas été retenue. Finalement, le directeur de casting a fait appel à Julia Roberts, qui rappait encore pour Mystic Pizza et était totalement inconnue du grand public. Elle entra dans la pièce, afficha son sourire légendaire et incarna à la perfection l'essence même de la femme du Sud. Il s'avère que lorsque le plan A opte pour le rôle comique, le plan E décroche une nomination aux Oscars. Julia Roberts a préparé son rôle chez les Harling autour de hamburgers. Une fois le rôle décroché, elle ne s'est pas contentée de lire le scénario et de se présenter sur le plateau. Elle est allée directement à la source. Avant le début du tournage, elle a passé du temps avec les parents de Robert Harling pour en apprendre davantage sur Susan, la véritable femme qui a inspiré le personnage de Shelby. Son père faisait griller des hamburgers dans le jardin pendant que Roberts écoutait des histoires sur sa sœur disparue. Harling raconta plus tard que, lorsque Roberts entra pour la première fois, quelqu'un avait comme allumé la lumière dans la pièce. Non pas parce qu'elle ressemblait à Susan, mais parce qu'elle dégageait quelque chose de similaire, une chaleur, une énergie. Elle avait ce genre de présence qui donnait envie d'être à ses côtés. Roberts ne se préparait pas seulement pour un rôle. Elle rassemblait les souvenirs d'une personne qu'elle n'avait jamais rencontrée. Elle reconstituait l'histoire de Susan à travers les récits de ses parents, le deuil de son frère et sans doute quelques chansons de Dolly Parton. Devant les caméras, Roberts rendait hommage à la sœur d'une autre, une histoire forgée au fil de conversations intimes et d'un amour indirect. Robert Harling a écrit la pièce entière en 10 jours après le décès de sa sœur. Il ne s'est pas mis à écrire pour composer une pièce à succès, mais pour ne pas sombrer dans la folie. En 1985, sa sœur Susan est décédée à l'âge de 33 ans des suites de complications liées au diabète de type 1. Les mêmes complications qui ont coûté la vie à Shelby à l'écran. Les médecins lui avaient annoncé que sa grossesse pouvait lui être fatale. Elle désirait malgré tout un enfant. En 1983, elle donna naissance à un fils, Robert, prénommé ainsi en hommage à Harling lui-même. 2 ans plus tard, elle avait disparu. Le neveu de Harling était à peine en âge de se souvenir d'elle, et Harling commença à sombrer dans le désespoir. Et si l'enfant oubliait complètement sa mère? Et s'il grandissait en appelant une belle-mère « maman », sans jamais savoir qui était vraiment Susan? Un ami écrivain lui conseilla de l'écrire. Alors Harling tenta une nouvelle qui dura environ 5 minutes avant qu'il ne réalise que les femmes du Sud ne se prêtent pas à des paragraphes. Il leur fallait du dialogue, des interruptions et ce genre de joute verbale qui exige une véritable scène. Alors, il s'est enfermé dans une pièce et a écrit la pièce entière en 10 jours. Pas un synopsis, la pièce complète. Ce qu'il a décrit plus tard comme un véritable tsunami de « Southernness » s'est déversé sans relâche. Le Off-Broadway a été émotionnellement anéanti par ce qui semblait n'être que de simples commérages de salons de beauté. Le film de 1989 a transformé ça en un véritable cataclysme national. Je crois que c'est justement la magie du cinéma. Les gens savent qu'ils ne me connaissent pas, mais ils connaissent l'histoire. Dick's Days of Grief est devenue la pièce que tout le monde cite au brunch, et Harling l'a écrite pour son neveu. Nous autres, on l'a juste emprunté pour nos propres crises de larmes. Julia Roberts s'est fiancée à son faux mari, mais leur histoire n'a pas duré. Julia Roberts et Dylan McDermott incarnaient des jeunes mariés dans le film Potin de femmes. À la fin du tournage, ils étaient fiancés dans la vraie vie. Roberts venait de se séparer de Liam Neeson, et McDermott est arrivé sur le tournage dans une petite ville de Louisiane, jouant son mari dévoué, sans autre rôle que de tomber amoureux devant la caméra. Passez 3 mois à faire semblant d'être follement amoureux, et apparemment, votre cerveau décide que ce faux mariage devrait devenir réel. L'idylle a débuté pendant le tournage en 1989. Hollywood a crié au destin. En réalité, c'était juste une question de proximité et d'un éclairage plutôt réussi. Leurs fiançailles durèrent jusqu'en 1990,
année où Roberts rencontra Kiefer Sutherland sur le tournage de L'Expérience interdite et où tout recommença. Il fallut 1 an à la réalité pour rattraper le rêve du tournage. Roberts devint alors la plus grande star de cinéma au monde. McDermott, quant à lui, bénéficia d'un salaire régulier pendant 7 saisons. Bette Davis invita Harling à prendre le thé et commença à s'occuper du casting de son film. Après avoir vu Steel Magnolia sur scène à New York, elle décida que Weezer était fait pour elle. Elle prit son téléphone, appela Robert Harling directement et l'invita à prendre le thé comme s'ils étaient de vieux amis discutant de Garden Party. Harling pensait qu'on se moquait de lui. Il entra dans un hôtel new-yorkais et trouva Bette Davis assise là, une tasse de thé à la main, parlant déjà comme si le rôle lui était déjà attribué. Puis elle commença à lui proposer le reste du casting. Catherine Hepburn pour Claire, Elizabeth Taylor pour Truvy. Elle réunissait ainsi, comme si de rien n'était, une véritable pléiade de légendes, tandis que Harling, assis là, se demandait s'il avait son mot à dire sur son propre film. Au moment de partir, Davis lui lança cette menace déguisée en politesse. « Vous pouvez confier le rôle de Weezer à quelqu'un d'autre, mais vous et lui aurez affaire à Bette Davis. » Les producteurs refusèrent, la jugeant trop fragile pour les exigences physiques du rôle. Davis mourut en 1989, l'année même de la sortie du film. L'Amérique a perdu une légende d'Hollywood avec la disparition de Bette Davis hier soir à Paris. Elle avait 81 ans. La crise de Sally Field était si violente qu'ils n'ont pas pu demander de deuxième prise. Le tournage de la scène des funérailles a duré plusieurs jours, avec différents angles de vue, des plans de coupe et toute la mise en place technique. Mais la performance de Sally Field, cette crise de nerfs au cimetière dont tout le monde se souvient, n'a été enregistrée qu'en une seule prise. Une seule prise. Field s'est préparée en passant des heures à hurler dans un oreiller pour se détruire la voix. Elle la voulait brute, éraillée, complètement déchirée. La méthode de préparation rencontre la destruction contrôlée. Dès que les caméras ont commencé à tourner, le réalisateur Herbert Ross l'a laissé faire. Sans interruption, sans détour, elle a traversé avec une force incroyable chaque étape du deuil sans que personne ne crie « Coupé, je suis de retour. Je pourrais courir jusqu'au Texas, mais ma fille, elle, ne le peut pas, elle ne l'a jamais pu. » Tout le parcours émotionnel capturé en une seule performance ininterrompue. Quand Field eut fini de construire ce char, personne ne bougea. L'équipe resta là, immobile, sans savoir quoi dire. Dolly Parton et Daryl Hannah ont suivi une formation intensive en coiffure. Le réalisateur Herbert Ross exigeait des scènes de salon authentiques, ce qui a immédiatement posé problème. Ces actrices n'avaient aucune idée de comment coiffer. La solution? Faire appel à des coiffeurs professionnels pour les former comme si elles préparaient un examen d'esthétique. Une formation pratique intensive jusqu'à ce qu'elles puissent couper, crêper, laquer et bavarder simultanément sans passer pour des impostrices. Dolly Parton, qui arbore la même coiffure depuis l'époque de Nixon, a dû apprendre les techniques professionnelles de coiffure pour s'occuper des cheveux des autres. Elle a passé des semaines à maîtriser des techniques qu'elle n'utiliserait plus jamais après le tournage. La scène du mariage, qui ouvrait le tournage, l'obligeait à coiffer Julia Roberts tout en récitant son texte et en respectant les moments comiques. Une seule mauvaise coupe et la nouvelle coqueluche de l'Amérique se retrouvait avec une calvitie à l'écran. Pas de pression, n'est-ce pas? Ross a refusé qu'on truque le tout avec des trucages ou des angles de caméra stratégiques. Si ces actrices devaient incarner des professionnels de la beauté, il leur fallait maîtriser l'art du cirage et de la laque. La formation a porté ses fruits. Personne, en regardant le film, ne doute que Truvy et Enel soient compétentes dans un salon de beauté. Faisons une petite pause, car j'aimerais savoir si vous faites partie des millions de personnes qui ont pleuré à chaudes larmes devant ce film. Cliquez sur « J'aime » et partagez votre réplique préférée en commentaire. Et si ce petit voyage dans le passé vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucune autre analyse. Casual Complaint,
de Sally Field, est devenu le film suivant de Robert Harling. Le tournage dans une petite ville de Louisiane signifiait pas de vie nocturne et peu de temps libre après une journée de rap. Alors, les acteurs ont fait comme n'importe quel groupe de célébrités. Ils passaient leur temps ensemble. Ils se retrouvaient pour des jeux, des discussions et ces moments de complicité nocturne qui se créent quand on doit supporter le même réalisateur difficile. Shirley Mlan a déclaré plus tard qu'elles étaient devenues de très bonnes amies et qu'elles se soutenaient encore aujourd'hui. Cette alchimie que tout le monde appréciait à l'écran venait de ces moments passés ensemble sur le plateau. Lors d'une de ces réunions, Robert Harling demanda à chaque actrice quel type de rôle elle souhaiterait interpréter ensuite. Une conversation classique lors d'un dîner hollywoodien. Sally Field avait déjà sa réponse. Elle voulait jouer une femme qui porte de beaux vêtements. Après des années à incarner des femmes nobles et sérieuses aux tenues misérables, Field aspirait au glamour et à la liberté d'être odieuse. Harling a classé cette idée comme s'il prenait des notes pour un projet futur. 2 ans plus tard, il écrivait Soap Dish, un film entier construit autour du personnage incarné par Sally Field. Une femme fatale, glamour et terrifiante, vêtue de créations de grands couturiers. Il ne faut jamais sous-estimer ce qui peut se produire lorsqu'on autorise une actrice talentueuse à se plaindre des stéréotypes de casting. Parfois, cela donne naissance à un scénario totalement inédit. Le pasteur. C'était Robert Harling. Robert Harling a écrit Steel Magnolias pour faire son deuil de la mort de sa sœur Susan. Lorsque le roman a été adapté au cinéma, le réalisateur Herbert Ross lui a demandé d'interpréter le rôle du pasteur qui officie à la fois au mariage et aux funérailles de Shelby. Harling, qui n'était pas acteur, n'avait aucune formation et était déjà profondément affecté par la transformation de son drame familial en film, a passé 2 jours sur le plateau à guider son personnage, une sœur fictive, à travers les rituels les plus importants de sa vie. La scène du mariage au début du film, c'est Harling qui déclare Shelby et Jackson Murray et de femme. Aux funérailles à la fin, c'est encore Harling, cette fois-ci pour s'occuper de l'âme de Shelby. Il a ainsi encadré toute la vie conjugale de Shelby, des joies au désespoir, tout en participant à l'histoire de sa propre sœur. Ross pensait que Harling était la personne idéale pour le poste, même s'il n'était pas acteur professionnel. Harling avait déjà remplacé un acteur absent lors de la production théâtrale originale. Il connaissait donc déjà un peu le texte, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était la version cinématographique, avec caméra, équipe technique et Julia Roberts ramenant sa sœur à la vie. Harling a décrit plus tard cette expérience comme surréaliste, ce qui semble être un euphémisme. Imaginez écrire sur la pire chose qui vous soit jamais arrivée. Regardez quelqu'un d'autre l'interpréter, puis entrez vous-même dans le film pour officier lors des adieux. Ce fut une nouvelle forme de catharsis dans un projet qui constituait déjà un immense travail d'introspection. Harling l'a écrit, produit et y a participé, rendant hommage à Susan en étant présente pour chaque version de son histoire, même la plus douloureuse. Une lettre d'amour à Nakatz. Toujours aussi resplendissante. 35 ans plus tard, Robert Harling a refusé de tourner Steel Magnolia ailleurs qu'à Nakatz, en Louisiane. Cette ville était le théâtre de son enfance, la vie de sa sœur et le fondement même de l'histoire. C'était une évidence. 35 ans plus tard, Natchitoches vit toujours dans cet univers. Des fans du monde entier font le pèlerinage pour arpenter les lieux de tournage. Le cimetière américain où Sally Field a craqué. La maison Leamy où Weezer a semé la terreur dans le quartier. L'église catholique Saint-Augustin où Shelby s'est mariée. Des gens ont réservé des vols pour la Louisiane spécialement pour se tenir là où se tenaient les personnages fictifs d'un film de 1989. Pour le 30e anniversaire en 2019, la ville a fêté le week-end en grande pompe, célébrant avec ferveur le film Magnolia. Des concours de sosie ont été organisés sur les berges de la rivière. Les enfants ont participé à une chasse aux œufs de Pâques à Beaujardine, lieu précis du tournage de la scène finale du film. Et bien sûr, une réception avec un gâteau en forme de tatou ensanglanté était au programme, car quoi d'autre pourrait-on servir?
Le plus touchant, c'est que Nakadesh a dédié un parc entier à Susan Harling Robinson. Non pas le personnage, mais la vraie femme. Le parc commémoratif. Susan Harling Robinson comprend une fontaine, des bancs et une plaque commémorative avec sa photo et sa biographie rédigée par son frère, Robert. Un film a propulsé une petite ville de Louisiane au rang d'icône de la culture populaire, et cette ville, en retour, a offert à Susan un lieu de mémoire permanent. 35 ans plus tard, les gens continuent de s'y recueillir, non seulement pour le film, mais aussi pour elle. Vous pouvez dormir dans la maison de Shelby. La maison de la famille Eaton, vue dans Steel Magnolias, n'est pas qu'un simple monument que l'on croise en voiture. C'est une maison d'hôtes entièrement en activité où les fans peuvent vivre leur rêve de Belle du Sud. La Steel Magnolia House, située au 320 rue Jefferson à Natchez, est la véritable maison où ont été tournées toutes ces scènes familiales. Construite vers 1841, cette demeure de style néo-grec est celle où Sally Field, Tom Skerritt et Julia Roberts ont incarné la famille Eaton. Et aujourd'hui, il est possible d'y réserver une chambre. Pendant le tournage, la famille propriétaire des lieux a temporairement déménagé pour permettre à l'équipe de production de s'y installer. Après le succès phénoménal du film, quelqu'un a réalisé qu'il s'agissait d'une véritable mine d'or de nostalgie. La maison est officiellement devenue une maison d'hôtes et ils ont mis le paquet sur le thème. 6 suites, chacune portant le nom d'un personnage du film. Envie de séjourner dans la chambre Shelby? Eh bien, elle est décorée dans ses tons blush et rose poudré emblématiques. Et voici le clou du spectacle. Le lieu est décoré d'affiches de films encadrés, de photos de production et d'objets souvenirs du tournage. Les visiteurs peuvent savourer un petit déjeuner traditionnel du Sud dans la salle à manger où les acteurs ont filmé leur repas, puis visionner le film dans le véritable salon où ces scènes ont été tournées. C'est une immersion totale dans l'univers de Steel Magnolias pour ceux qui ne veulent pas seulement voir le film, mais le vivre le temps d'un week-end. Et honnêtement, pour les fans qui ont vu ce film une centaine de fois, dormir dans la véritable maison de Shelby doit être un véritable pèlerinage. Le remake de Lifetime en 2012 a cartonné. 23 ans après l'original, Lifetime a décidé de réaliser un remake de Steel Magnolias avec une distribution entièrement noire. Le casting était exceptionnel. Queen Latifah dans le rôle de Marlene, Jill Scott dans celui de Truvy, Alfre Woodard dans celui de Weezer, Phylicia Rashad dans celui de Clarisse, Adapo Oduye dans celui d'Enel, Canondola Rashad dans celui de Shelby. Un casting de rêve pour un téléfilm diffusé un dimanche soir sur Lifetime. Un choix délibéré, pourtant. Elle redoutait de devoir dire à Jackson « Ne parle pas de moi comme si j'étais invisible ». Les producteurs Craig Zadan et Neil Moran souhaitaient offrir à des actrices noires talentueuses des rôles principaux consistants et complexes, encore rares à Hollywood. Comme l'a souligné Moran, les thèmes centraux de l'histoire transcendent les questions raciales. Même avec une distribution entièrement latine ou asiatique, le film resterait Steel Magnolia. Ils ont transposé l'intrigue à l'époque contemporaine, en y intégrant des références à Michelle Obama et au smartphone, tout en préservant les dialogues et la structure de la pièce originale. Queen Latifah a également produit l'histoire, gérant ainsi à la fois les scènes de crise émotionnelle et l'aspect commercial. Le remake a été diffusé pour la première fois le 7 octobre 2012 et a attiré entre 6 et 12 millions de téléspectateurs. Il s'agit du 3e téléfilm original le plus regardé de Lifetime et de leur plus grand succès depuis 2006. Inévitablement, les critiques l'ont comparé à l'original de 1989. Et comment aurait-il pu en être autrement? Cependant, nombreux sont ceux qui ont salué les performances des nouveaux acteurs, notamment Alfre Woodard et Phylicia Rashad, et reconnu que les thèmes universels fonctionnaient à merveille dans ce nouveau contexte.
Il s'avère qu'une histoire de femmes qui se soutiennent mutuellement dans le deuil n'appartient à aucune époque ni à aucun groupe social en particulier. Il suffit que les bonnes personnes la racontent. Ils ont engagé l'infirmière qui a débranché l'assistance respiratoire de Shelby. Bon, maintenant, parlons du choix de casting le plus audacieux de l'histoire du cinéma. Le réalisateur Herbert Ross souhaitait que les scènes d'hôpital paraissent authentiques, ce qui est tout à fait compréhensible. Il a donc retrouvé le véritable personnel médical qui avait soigné Susan Harling Robinson durant ses derniers jours. Ces recherches se sont avérées utiles et il les a ensuite engagés pour le film, notamment l'infirmière qui a débranché l'assistance respiratoire de Susan. La même infirmière jouant son propre rôle, répétant la même scène. Robert Harling a déclaré que cela conférait à la scène une gravité et un réalisme saisissant, ce qui, il faut le dire, était tout à fait approprié. Il y a l'authenticité, et puis il y a la simple reconstitution du traumatisme. La mère de Harling se tenait derrière les moniteurs pendant le tournage, assistant à la reconstitution de la mort de sa fille. Les bips étaient réels, les mouvements étaient réels. Ces gens revivaient simplement l'un des pires jours de leur vie après qu'on leur ait crié « Action !». La frontière entre la performance et le souvenir ne s'est pas seulement estompée, elle a carrément disparu, conférant à la scène une authenticité impossible à simuler et impossible à oublier. La mère de la véritable Shelby avait besoin de voir Julia Roberts vivante. Lors du tournage de la scène où l'assistance respiratoire de Julia Roberts est débranchée, Robert Harling a supplié sa mère de ne pas venir sur le plateau. Il craignait que ce soit trop douloureux pour lui de voir une actrice rejouer les derniers instants de sa fille pendant que l'équipe de tournage ajustait l'éclairage. Margaret Harling s'est tout de même présentée. Elle est restée assise pendant tout le tournage sans dire un mot. Une fois le tournage terminé, Robert lui a demandé pourquoi elle s'était infligé cela, et elle a répondu « Je voulais voir Julia se lever et partir. » C'était tout l'enjeu, pas la performance, pas la justesse émotionnelle. Elle avait besoin de voir la femme qui jouait sa fille décédée se lever, parfaitement vivante, et quitter le plateau comme si de rien n'était. Julia Roberts s'était tellement liée d'amitié avec la famille Harling pendant le tournage que Margaret avait besoin de ce moment. Dans la réalité, elle n'avait jamais vu sa propre fille vivre une telle scène. Mais sur le plateau de tournage en Louisiane, elle pouvait voir Shelby mourir, puis revenir à la vie. Cela n'a duré que jusqu'à ce que quelqu'un crie « Coupez !» Mais pendant ces quelques secondes, sa fille s'est levée et s'est éloignée. Et Hollywood lui a offert la fin qu'elle n'a jamais eue dans la vraie vie. Et voilà, 15 anecdotes insolites sur Steel Magnolias. Laquelle vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui apprécie ce genre d'articles. Nous publions chaque semaine de nouvelles analyses approfondies de films et séries rétro.